Je voudrais parler dans cette troisième causerie du matin du 29 juillet 2014, je voudrais parler de certaines conclusions que j'ai pu faire récemment sur le plan symbolique et qui ont pu choquer les personnes qui m'écoutent. Par exemple, associer le soleil et la lune avec la nuit, Saturne avec le jour, le taureau avec la nuit et l'aigle avec le jour, qui ne correspondent pas au schéma habituel qui peuvent être développés par un Luc Biget sur Baglis TV. Là, nous sommes dans une approche qui prend le contre-pied de certaines traditions. Regardons par exemple le, soleil, le taureau. Le taureau, les cornes du taureau, ça forme le croissant lunaire. Le taureau, en fin de compte, c'est comme un soleil surplombé d'un croissant lunaire. C'est les deux à la fois, en fait. Le taureau, c'est la tête, le cercle et puis les cornes. On retrouve d'ailleurs cette expression dans les glyphes de Mercure notamment, partie de ces planètes proches du Soleil, avec le cercle surplombé d'un croissant. Peu importe ce sont. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'histoire de l'humanité, le Soleil et la Lune ont été beaucoup plus familiers que Saturne, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Non pas que Saturne n'existait pas, mais il n'était pas connu. Pas plus d'ailleurs, qu'encore moins que c'est encore plus vrai pour Uranus ou pour Pluton. Alors que le Soleil et la Lune, c'est des choses qui sont connues depuis toujours, ce sont des choses familières. D'ailleurs, dans le récit de la Genèse, on ne parle pas des planètes, on parle des luminaires, méorotes, et, du firmament, des étoiles fixes, mais à aucun moment on ne parle des planètes, comme si le récit de la Genèse était antérieur à la découverte des planètes. Donc c'est pour dire que la découverte des planètes, c'est quelque chose qui implique, je dirais presque, euh, une progression de l'humanité. Sans la connaissance de Saturne, il n'y a pas d'astrologie. Enfin, il n'y a pas d'astrologie, oui, il y a une astrologie, mais c'est une astrologie solilunaire. C'est aussi solilunaire, d'ailleurs, qui est bien antérieure à l'astrologie saturnienne. Et c'est pour ça qu'elle résiste quelque part. La Soleil lunaire qui découpe en 12 l'année, qui découpe en 12 le zodiaque, mais qui n'est pas encore la véritable astrologie, si on peut dire, parce que la véritable astrologie, elle est fondée sur le cycle sur le 7. Non pas, non pas parce qu'il y a 7 jours et qu'il y a 7 planètes, ça c'est une plaisanterie, même si c'est une coïncidence amusante, mais parce que effectivement, il y a un certain nombre de planètes qui donnent le septénaire, notamment. Bon. Et, et parce qu'aussi, la conjonction, les carrés en conjonction, position de la Lune et du Soleil se produisent tous les 7 jours. Donc, Saturne, c'est une découverte très importante. On découvre que, qui implique une société qui note bien les choses, on découvre qu'effectivement, parmi les étoiles, il y a des étoiles fixes et des étoiles qui sont errantes. Tout le mot grec planétar, qui signifie errant, et on emploie le mot planète, mais ça devrait être c'est un adjectif, là, c'est pas un nom au départ. Donc, quelque part, la découverte de Saturne est un événement majeur au niveau de l'histoire de l'humanité, parce qu'elle permet de passer du quotidien solilunaire, hein, qui est quand même
très court, quelque part, qui est c'est hebdomadaire, qui est mensuel, qui est annuel, a une dimension 7 fois plus importante, qui est c'est le cycle de 7 ans. Et rappelons que le cycle de Saturne, c'est un jour pour un an par rapport à la Lune. 7 jours, 7 ans. 28 jours, 28 ans. Donc il y a une autre dimension. Il y a une montée en puissance. Il y a une exploration plus vaste du monde. Donc, quelque part, aussi paradoxal que ça puisse paraître, Saturne, c'est le diurne. C'est-à-dire que c'est la lumière, c'est la connaissance, l'ouverture vers le monde. Alors que, et puis c'est quelque chose il faut aller vers. Il faut ouvrir les yeux. La Lune, ça, c'est une lumière qui se donne d'elle-même. D'ailleurs, les animaux connaissent les soleils et la Lune, alors qu'ils ne connaissent pas Saturne. C'est-à-dire tout le débat sur l'influence des astres. L'influence des astres solilunaires qui est une évidence pour tout le monde, qui va de soi. Et dans le Soleil et la Lune, ils sont autour de nous. C'est partie de notre environnement immédiat, aussi bizarre que ça puisse paraître. On voit toujours la Lune en haut de chez soi, le Soleil en haut de chez soi. On ne va pas l'imaginer que c'est le monde entier qui est concerné. Donc une dimension malgré tout intime du Soleil et de la Lune. Pour que Saturne, ça exige bien plus que cela. D'où cette dualité taureau-aigle qui est au cœur du système ézéchiélien, sphingien, des 4 animaux, des chayotes, du tétramorphe. Le taureau solilunaire, dans son prêt, et l'aigle, l'envergure de l'aigle, le vol de l'aigle qui survole, qui va beaucoup plus loin. Et puis, le Verseau, qui en fait compte, c'est l'ange qui a aussi les ailes. Donc il y a les deux entités ailées qui correspondent à la période diurne. Quand je dis diurne, ça veut dire à la fois au niveau du jour et au niveau de l'année. C'est-à-dire la diurne, c'est l'été. Et il y a le taureau et le lion qui sont des personnages beaucoup plus dont on voit les pattes dans le sphinx notamment. Ils sont sur terre, ils sont là, dans leur coin, dans leur territoire. Et étrangement, le symbolisme est inversé. Il est inversé, puisque le zodiaque place le taureau et le lion au printemps et en été, et le scorpion, l'aigle et le Verseau, l'homme, en hiver. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce que je suis en train de dire. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, votre symbolique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le zodiaque soit inversé? Et c'est évidemment une cause énorme de confusion dans le discours astrologique, dans la pensée astrologique, que cette inversion, qui fait que le savoir astrologique, il est complètement comme cela, noyé, il est perturbé, il ne sait pas, donc il a perdu le nord. Le taureau, d'ailleurs, qui est un animal de sacrifice. J'ai découvert l'autre jour, en faisant une étude sur le calendrier des bergers, au niveau de l'iconographie, des scènes mensuelles, qu'il y avait en novembre-décembre, on tue le cochon, on tue le porc, et en revanche, 6 mois avant ou 6 mois après, au mois de mai-juin, on tond le mouton pour sa laine. Mais les deux scènes se ressemblent de manière extraordinaire, symétrique. Ça ne peut pas être une coïncidence.
Dans les deux cas, l'animal, on le met sur ses genoux, si on peut dire, enfin on le met à plat, et puis dans un cas, on a des ciseaux, dans l'autre cas, on a des couteaux. Donc je crois qu'on n'avait pas remarqué cette dualité. L'animal mouton, d'ailleurs, entre parenthèses, ne correspond pas au début du printemps. Le mois de mai-juin, c'est pas le début du printemps. Mais enfin, peu importe. Le mouton, il est élevé, mais on ne le tue pas. On l'exploite, on utilise sa laine. Et en plus, d'ailleurs, c'est parce qu'il fait chaud qu'on lui enlève la laine. La toison d'or. Et dans l'autre cas, donc là, c'est l'animal qui va se nourrir. Il va se nourrir. Dans le cas du porc, il ne se nourrit pas. Il est tué et c'est lui qui va nourrir l'homme. Donc, il est nourri pour nourrir. On a ce cycle de l'animal, passage du stade du mouton au stade du porc. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, malheureusement, le porc a disparu de la symbolique zodiacale et donc de la symbolique astrologique. Et ça, c'est un grave défaut. On le retrouve, il est maintenu dans le calendrier des bergers, il est maintenu dans les sculptures des cathédrales, n'est-ce pas, qui maintiennent cette idée de ces 12 mois de l'année qui ne sont pas des mois qui correspondent à une météorologie au sens strict du terme, mais qui sont la façon dont les sociétés vivent la météorologie. C'est pas pareil. C'est pour ça que le feu est en hiver et pas en été, dans les représentations des très riches genres de Duc de Berry, mais aussi tout simplement du calendrier des bergers. Dans certaines éditions, on met les 12 scènes mensuelles, avec d'ailleurs les signes zodiacaux, à une époque où le changement de signe se faisait non pas vers le 20-21 du mois, mais au 15 du mois. Donc c'était mi-ceci, mi-cela. C'était une période avant la fin du XVIe siècle où il y avait deux signes carrément à égalité pour chaque mois. Donc, effectivement, il y a là quelque chose qui a été inversé. Le taureau, c'est pas le bélier, le taureau. Je dirais même presque que c'est le contraire du bélier. Le taureau, il a pas de laine. Donc que ce soit le taureau, que ce soit le porc, peu importe à la limite. Hein. Dans ce sens-là, on pourrait même dire que d'une certaine façon, euh, le tétramorphe devrait comporter à la fois le bélier et le taureau. Et donc à ce moment-là, on aurait le bélier, le taureau, l'aigle et l'homme. Le taureau, animal de sacrifice, c'est bien sa fonction, n'est-ce pas? Même s'il y a le sacrifice du bouc ou du bélier avec Abraham, prêt à sacrifier son fils Isaac ou Ismaël, selon les traditions coraniques ou islamiques. Mais fondamentalement, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est simplement une esquisse. Mais fondamentalement, euh, la nature qui ne peut plus produire de fruits, elle est relayée par l'animal, hein, qui s'est nourri de la nature et qui va être abattu pour, ou qui ne sera pas abattu immédiatement, c'est de la nourriture sur pied, si on peut dire, qui servira à traverser l'hiver, qui servira à traverser par le biais de la charcuterie notamment, des viandes séchées, mais peut-être aujourd'hui on dirait qu'on pourrait travailler autrement, enfin peu importe. Bon. Donc il y a cette idée-là. C'est pour ça que placer le taureau sacrificiel au début du printemps, c'est quand même pas très satisfaisant. Hein, parce que le printemps, c'est justement le moment où les animaux sont tranquilles. On ne va pas les tuer. Ça serait inutile de les tuer, parce qu'il faut d'abord qu'ils se nourrissent, qu'ils grossissent, qu'ils se développent, qu'ils grandissent. C'est à l'automne qu'on les tue. D'ailleurs,
chez les juifs, même s'il y a l'agneau pascal, bon, effectivement, mais à mon avis, il faudra regarder les pratiques sacrificielles. Elles sont certainement liées à l'automne, à Kippour, au pardon. Donc, qu'est-ce qui a pu faire, effectivement, que euh, on ait un zodiaque qui soit décalé? Alors, on pourrait évidemment spéculer sur la précision des équinoxes en disant que, bon, bah, il y a un moment, je sais pas, il y a eu un glissement qui s'est fait. Il y a eu quelque chose de l'ordre du glissement, puisque l'aigle, qui est justement correspond pour moi au printemps, aux choses je répète encore une fois, c'est le jour qui se lève, qui s'élève. On l'associe au scorpion, qui est un animal associé avec l'automne. Donc tout est inversé. Comment voulez-vous qu'une astrologie saine puisse se développer sur des choses aussi inversées? Il faut réformer l'astrologie, c'est lui redonner sa forme matricielle. On a parlé de l'inversion des pôles, mais là, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Je constate simplement que le zodiaque aussi, bon, il y a un rapport entre, il y a eu un rapport à une certaine époque, effectivement, entre le bélier et le printemps, mais à mon avis, le bélier et le printemps, bon, ça va encore, mais le taureau qui fait juste suite au bélier dans le zodiaque, bon, restons-en à cette structure quaternaire, ou même binaire du taureau et de l'aigle. À un moment donné, on a dit, bon, le taureau correspond au printemps, et l'aigle correspond à l'automne, qui est l'inverse. Pourquoi on est arrivé à dire une chose aussi bizarre, aussi aberrante que cela, et pourquoi après ça s'est figé? Bon, je donnerai quelques pistes, bon, mais effectivement j'ai dit précision d'équinoxe, pourquoi pas en effet. Parce qu'il y a toute une tradition de la précision des équinoxes qui a été mise en évidence à la fin du XVIIIe siècle par Charles-François Dupuy, par Volney, par Delaunay, etc., et avant par d'autres encore, comme quoi la précision des équinoxes était un élément essentiel, même pour les religions. On dit que la religion du taureau a laissé la place à la religion du bélier. On est passé en Égypte de Apis à Amon, etc. Et puis après aux poissons chrétiens. Mais il y a probablement derrière cette idée-là une vérité, mais beaucoup plus ancienne. Alors évidemment, comme le cycle de président Equinox, il est de 25 920 ans, parler d'une inversion, ça nous renvoie à 13 000 ans. Bon, j'aime pas énormément ce genre d'envolée comme ça sur des millénaires. Une notion d'ailleurs qui est très chère aux astrologues hindous et à l'hindouisme en général. Qui lui, alors lui, brasse des millénaires. Mais apparemment, le soleil, on sait déjà que le soleil est passé qui normalement était structurellement à un certain moment en taureau, est passé au bélier. D'où l'exaltation du soleil en bélier. Bon. Qui rend le système d'ailleurs ptoléméen des doubles domiciles et l'exaltation d'ailleurs complètement faussée, puisque le soleil et la lune ne s'occupent pas les deux aspects, les deux côtés de l'axe symétrique équinoxial solsticiel, mais ils sont décalés d'un signe. Donc là, il y a quand même des choses de l'ordre du décalage, déjà à ce niveau-là, voyez-vous. Par exemple, bélier, taureau, on dit c'est le soleil et la lune. Oui, mais entre les deux, il devrait y avoir
l'axe équinoxial. Or, l'axe équinoxial, il passe pas là. Il passe entre le poisson et le bélier. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont des indices qui laissent comprendre que il y a eu un suivi comme ça, il y a eu un basculement, il y a eu un glissement, et il est possible que ce glissement ait abouti carrément, sur des milliers et des milliers d'années, est abouti à ce que le zodiaque originel, organisé avec un aigle, la constellation de l'aigle se levant au printemps et la constellation du taureau apparaissant, enfin étant marquante à l'automne, il est possible que au bout de X milliers d'années, les choses aient été inversées. Voilà ce que je peux dire.